When Pierre Bonnard moved to the small hill town of Le Canape in southern France, he made his house more than his home. He made it his artistic world. The Metropolitan Museum of Art celebrates these great drawings and watercolors that date from 1923 to 1947. Pierre Bonnard, the late Interiors curator Dita Amory, talks with Canape about these dazzling images infused with intense light. I started 4 years ago, and I combed the exhibition catalogs of exhibitions on Pierre Bonnard dating from the 1940s. I don't feel that Pierre Bonnard has been given his due in the history books. There wasn't the language to understand his work in the first decades of the 20th century, and textbooks for students to this day leave him out of the discussion of modernism. So I have organized this exhibition to reappraise Bonnard and to take another look at the late paintings which require sustained looking. These are pictures that are about color and light. Color as a metaphor for the experience of the objects and models and appointments that one sees in circulation in this exhibition. These interiors were not painted from life. These are experiential at a distance. The experience is captured through memory, in the studio, and through the extraordinary powers of invention of this artist. He did not wish to pre-stretch his canvases onto standard stretcher sizes because he did not wish to limit the size of his pictorial field, the size of the structure of his composition at the outset. The entire overallness of his pictures is very much something that this exhibition emphasizes. That sense of something that one can see, of course, in the work of Rothko and the work of Gorky. And I think that Bonnard had a resonant impact on the artists of the New York School of Abstract Expressionism. I think that's a subject that needs more attention. I would say the white interior is one extraordinary example of the use of white, because it is both a very complex, insistently geometric canvas with many overlapping planes and overlapping angles, spatially a very, very odd and eccentric painting, and yet he's using primarily the color white. White, sometimes in combination with yellow or a bit of pink, but he uses differing brush strokes and differing nuances of white, some opaque, some thin. That painting is one of the great masterpieces of the exhibition. Never mind that there's a stealthy female in the foreground feeding a cat. She blends right into the ground, right into the mottled carpeting of her background, which is so often true of the figures in this exhibition. Another painting that uses white very, very beautifully, white and I guess yellow, which has a human aspect as well to it, a personal aspect, is the French window. It's a painting of a model, very vigorously painted in the foreground. It's an example, of course, of a painting where the model does probably take center stage, and that model is Marthe. His wife and model and muse of 50 years. Well, in the back of that picture is a full-length mirror alongside the French windows, with French windows which give off an extraordinary landscape view of the Estoril Mountains and Mediterranean. And in the back, reflected in the mirror, is a man, and it is clearly the artist. So while this painting would seem to be so insistently about perception, one would looking at it, not realizing that Bonnard was not actually in the room itself, looking at Marthe and looking at his own reflection. It's extraordinary to think that he was not in the room, that these are layers of illusion that are only spun from his own imagination.
Pierre Bonnard did not work perceptually, but he did draw from life. He drew in little sketchbooks, which are in this exhibition, and he did keep his drawings in his studio as aide-memoire for his entire lifetime. Those drawings were critical to informing him not only of the structure of future compositions, but of color, and he used them as memory touch points. He was not working from sight. The colors came from his imagination. He's an absolutely radical painter in terms of his color. I've included a few of the late self-portraits to give visitors at the end of the exhibition a chance to think about the artist's waning years. The Pompidou painting is a very, very beautiful example of an artist resigned to his own mortality. But he's painted his entire head in shadow with hollowed eyes. So while they are evocative in general terms of a life, of the end of days, of the end of his days, they are not personal, and he never did give you a very personal insight into his work in terms of his own psyche. I should say he was a very modest man. He was very quiet. He was self-effacing, very sensitive, and all of that is shown, I think, in these later portraits. To be sure, Paris is the best place to see French films. No surprise there. Second place honors, some would argue, go to the Film Society at Lincoln Center in New York for their annual presentation of the best of recent productions in rendezvous with French cinema. This year, the IFC Center joins the crew. Canape stops by for a look. Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Second marker. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. The thing about the film is that I needed to keep humor and self-distance, you know, because I'm not building a monument about myself. I'm just telling little stories about my life and then making a clown of myself, to keep the distance, so that the people who see the film won't believe that I take it so seriously. It's, you know, it's something I send to audiences, to my family, to my grandkids. You know, who knows, they maybe don't know about my life, and it will be gone soon, and they have that at least. Sometimes memories, you know, flies. Not only mine, because I'm old, but other people sometimes don't remember. So this is a film about souvenirs, not good, not all good. Some are sad, and the film is sometimes very emotional. That's the way I feel, that's why I made it. Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Tu ne manques de rien au moins. Dedans, ma mère, le ménage me prend tout. Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre? Je peux savoir qui a fait ça? Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre. Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Je vous l'achète. C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi? J'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets. Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage, alors que vous avez de l'or dans les mains. Ce que je voulais, c'était que le film soit d'apparence très froide et que ressortent au fur et à mesure de l'évolution de cette histoire les couleurs des tableaux et les tableaux qui sont de plus en plus foisonnants au fur et à mesure du film. Donc il y a eu ce parti pris de départ d'enlever tout ce qui pouvait être de l'ordre des couleurs franches. Dans la mise en scène, ce que je voulais, c'était que ce soit extrêmement simple et je voulais être derrière. C'était ça mon idée, c'était être au service et ne pas me servir. Être vraiment extrêmement
enfin j'ai essayé, discret et humble, avec l'histoire de cette femme si humble. Comment vous croyez qu'on me parle? Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien. It's a movie about the initiation of life, of love, of violence, of society. What is the bond for society to live together? Tu es perdu, petit? Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo quoi? Enzo. Où vous étiez hier? Vous veniez du château? On a mangé du poulet. Ta maman, son nom c'est quoi? Nina. À chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant, parce qu'il y a aussi des enfants, chaque famille errante, vous avez toujours une histoire différente. Alors il y a des points communs qui sont, ça peut être la perte du travail, l'alcool, une dépression affective, etc. Mais comment la personne réagit à ça, c'est toujours différent. Et donc il n'y a pas de film à thème à faire sur ça. Et simplement, ce que je voulais, c'était basculer le regard et qu'on rentre en intimité avec ces personnages. On brise comme ça le miroir, on brise la peur, l'appréhension de se confronter à la pauvreté. J'ai faim. Il est à toi? Il est avec moi. Non, je te demande s'il est à toi. Pourquoi tu t'attaches à ce petit? Tu crois pas qu'il a déjà assez morflé? À son âge, il devait être au CP. Jamais je lâcherai tonton. Par contre, T'es pas bien ici? Un gamin. Le moment, si je dois garder comme ça, c'est les moments où tout d'un coup, parce que Guillaume jouait, ça peut être aussi l'enfant ou Judith, je pleurais derrière l'écran de contrôle parce que je savais que le film était là. Et ça, c'est des émotions très très fortes. C'est un homme qui aime séduire, qui aime, par le langage, érotiser d'une certaine façon les femmes, mais qui au fond n'a pas forcément besoin de passer à l'acte. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je bosse. C'est la première fois que vous avez un procès à Monaco? Oui. Bienvenue sur le rocher, alors. Merci. au revoir, monsieur. Ça y est, maman. C'est une fille d'ici. Typique. Typique? Mais pourquoi typique? Vous avez une histoire avec elle? Si on veut. Et vous m'avez complètement fière. Vous avez une présence quand vous plaidoyez, mais c'est hallucinant, quoi. Plaider. Sur la plage abandonnée. Vous venez? Coquillages et crustacés. C'est que moi, j'aime pas du tout l'eau. Ça vous paraît pas possible, vous et moi? Ne vous intéressez pas à elle, quand même. Ça vous pose un problème? Non. Surtout pour un homme, je dirais, très cérébral, qui au fond a peur du corps, du rapport au corps. Elle est quelqu'un qui se place devant lui et qui obstrue la vue et qui en même temps évidemment sollicite le désir. Ce qui était amusant, c'est aussi de créer une sorte de fille comme ça, frivole, sans aucune aspérité évidemment intellectuelle, mais qui au fond est là, et puis voilà, on peut coucher, ça n'a pas d'importance. Enfin, on a l'impression d'une certaine façon que ce qui est intéressant, c'est le moment présent, et n'importe quoi qu'elle dise, de toute façon, elle est là, et c'est incontestable. Donc au fond, on n'a pas prise sur elle. Surtout un homme comme lui, qui sait le pouvoir des mots, et qui connaît l'acuité du langage, mais ça sert à rien avec une fille comme ça. Vas-y, saute. Je vous aurais prévenu. Allez, vas-y. Elle est là, elle m'envahit, elle m'obsède. Je veux plus que tu l'approches. Moi, cette chance-là, je la laisse pas passer. Vous étiez censé me protéger. Regardez le résultat. Faites quelque chose. Je veux plus la voir, qu'elle disparaisse. Olivier Slabiak is a co-founder of Les Yeux Noirs, the immensely popular French klezmer group. But why stop there? His new project is simply named LEO. That's Olivier himself,
and Elle for his classically trained vocalist wife Laure. Their hybrid repertoire explores French chansons and swing arrangements ranging from glockenspiel to tuba. Canape stops by Global Fest 2009 for a listen and a chat. Bonsoir, good evening. I am Elle, and he is Ho, and we are from Paris. Yeah, not Paris, Texas, not Paris, France. So Elle, it's for me, I'm Elle because my name is Laure. I know it's me because my name is Oliver. Dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Quand on est ressorti de cet hôtel, ce soir-là à Bruxelles, on s'est posé. Après avoir marché dans les ruelles, à pas de loup nous ressortions dîner. Apparemment nous étions comme le vent frêle et léger ici et maintenant, pas à pas savourant le temps de ces baisers, de ces instants charmants. Intérieurement, nous ne le savions pas, nous marchions ensemble sur le même pas, nous dégustions notre complicité, nous remémorions les années passées. Olivier is my husband, so I met him in the street. I met him long ago, and he's a violinist, and I'm a singer, but opera singer. Et le goût ce jour-là, oui, le goût du café. Dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Tant de moments je ne sais plus au final, tant de musique et de chansons banales, fredonnées ou criées qui me rappellent cette soirée d'été, nous deux au bal. Te souviens-tu ce petit chemisier, comme tu savais bien le déboutonner, un seul regard pour me déshabiller, me mettre à nu, pour me dévorer. Ce soir-là, à Bruxelles, nous avons pris le temps en otage et l'avons enfermé de notre musique. L'un et l'autre est pris, la musique de notre vie, presque finie. And my background is a gypsy and Yiddish music. I have a band since 16 years, and we travel a lot. I play a lot of gypsy Yiddish music, and this project is very new for me. L'histoire de sa vie, 6 ans serait pas trop mal. Le bilan, le sourire heureux, c'est celui de l'amoureux qui saisit un instant. If I have to say something about the music we play, it makes me think about cabaret. Something like also swing music from the 30s, the years 30s. We are very excited to be here in New York and to play here. In this wonderful place. This wonderful place, yes. Yeah, so we are very excited to be here in New York. Tu veux que je la refasse?
best known in America for his 1996 Venice and Cannes award-winning film Ponette, with its astonishing performance by a 4-year-old actress as its protagonist. Jacques Doyon has been making films for over 35 years. As for his skill with actors, François Truffaut once remarked that his films give us the impression that the highest degree of authenticity in acting has now been achieved. On a recent visit to New York for a retrospective at the French Institute Alliance Française, the master director took a moment to talk with Canape. Bon, maintenant tu reprends le train, tu m'as assez suivi. Ça m'amuse plus là. De détruire des gens, ça t'amuse plus? Écoute, tu vas voir les flics, tu leur dis que tu m'as donné des vêtements avec un peu d'argent, qu'on a commencé à boire des bières, qu'on a fumé des trucs qui sortaient de ma poche, ça va les amuser les flics. Tu t'es excusé. Je me suis jamais excusé. T'avais bien conscience de faire un truc dégueulasse. Mais c'est parce que tu pleurais que tu tremblais, j'ai dit ça comme ça. T'as dit ça comme ça? C'est toi qui m'as invité chez toi, oublie pas ça. D'abord, pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que t'as à me suivre? Je suis un mec, tu me faisais bander, ça se voyait pas? Tu viens me retrouver, tu m'invites chez toi, alors je sais pas, j'ai rien compris, je suis trop con, c'est ça? Sans ton pull, j'en veux plus, hein? Voilà. Il est plus à moi, je te l'ai donné. Regarde. J'ai d'autres emmerdes beaucoup plus sérieuses que tes conneries. Rien que ma fille que j'ai pas vue depuis 3 ans, je donne pas une thune, rien. C'est là où tu vas? Ouais, crois-toi si tu veux savoir. Elle s'appelle Kimberly, sa mère c'est Gwendoline. Voilà, tu sais tout, tu me lâches maintenant? Mais tu dis que des conneries. Et après tu me colles au cul, je sais pas, t'as un grain ma parole. C'est ce que tu crois? Ouais. De toute façon, si tu continues à me prendre la gueule, je vais te taper dessus. T'auras une bonne raison d'aller voir les condés comme ça. Tu veux que j'aille voir les flics? Je cherche à ce que les comédiens nous aident à trouver les significations. Les significations est un mot trop fort. À trouver la bonne musique de chaque scène. Donc, à l'évidence, je ne peux pas me penser à autre chose que quand on a une scène, même si on l'a écrit, si on a passé du temps à retravailler dessus, etc. Mais la scène, je crois la connaître parce qu'il y a des mots, mais il faut la jouer pour l'entendre. Et si elle n'est pas jouée par ceux qu'on a choisis, ça n'a pas beaucoup de sens. Et quand elle commence à être jouée par ceux qu'on a choisis, alors on entend pour la première fois quelque chose en se disant tiens, c'est pas tout à fait ça. Donc la scène, elle est à trouver. Je veux dire, la scène, c'est pas juste ce qui est indiqué par les mots. Ça peut être pas très loin des mots, mais comment jouer ces mots? Est-ce qu'on les retient? Et qu'est-ce qu'elle cache cette scène? Qu'est-ce qui nous échappe de cette scène qu'on ne peut pas avoir saisi seulement en l'ayant écrite? Ça ne suffit pas. Il y a tous les mouvements intérieurs des personnages qui font que on s'est peut-être couru sur un mouvement où il faut essayer de trouver son mouvement, il faut essayer de savoir si le bon. Donc il y a la scène à trouver. La scène n'est pas là. Voilà, je n'ai jamais pensé que quand on avait écrit une scène, même si on n'était pas trop mécontent, même si les mots qui étaient là ne paraissaient pas stupides, j'ai jamais pensé que la scène était qu'il y avait une exécution de la scène avec les intentions que je connaissais déjà. J'ai une question importante à te demander. Enfin, c'est pas si important que ça, quoi, mais... qu'est-ce que t'as pensé de la fille qui m'a accompagné tout à l'heure? Bah, t'es pas obligé de me répondre, mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Bien? Bien, jolie, gentille, ou juste jolie, ou juste gentille? Bien. Jolie ou gentille? Jolie et gentille. Jolie et gentille? Bon, super, je suis content, c'est vrai. Et toi, t'as pas un amoureux? Non. Pourquoi? Tu sais, moi, quand j'avais ton âge, j'avais plein d'amoureuses, moi. Il y a Joey qui a déménagé. Ah, voilà. Alors, t'as pas d'amoureux, d'un coup, t'as un amoureux. Joey, il s'appelle? Il a déménagé où? À Saint-Valéry. À Saint-Valéry. Et alors, il est beau ou pas? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas? D'accord.
En fait, moi je l'aime, mais lui il le sait pas. Alors Soumia elle est jalouse. Puis Soumia il y avait une lettre, puis alors ça fait qu'il a répondu non pour Soumia, elle a répondu oui pour moi. Attends, Soumia, elle a écrit à Joey pour quoi? Pour Une lettre. une lettre, ouais. Puis il a marqué non pour Soumia et elle a marqué oui pour moi. Ça veut dire qu'il est d'accord d'être avec toi, mais pas avec Soumia. Eh ben, tant mieux. Et Soumia, elle est toujours ta copine ou elle fait la tête? Elle doit pas être contente. Donc elle me cause plus. Elle te cause plus? Tu t'en fous. Elle est moche et toi t'es jolie, sinon c'est pas toi qui l'aurais réécrit. Hein? Donc vous êtes déjà fait des bisous alors maintenant? Non. Même pas? Ça va venir. Mais pas plus, hein? Tout à coup, on peut avoir on doit avoir, dans ce moment de plus de vérité de la scène et de le rapport, on doit avoir un sentiment quasi d'improvisation parce que comme ils sont plus libres, et s'ils ne sont pas plus libres, ils n'y arrivent pas. Donc ce sentiment de liberté fait qu'on peut avoir le sentiment que c'est une scène quasi improvisée. Donc souvent on pose la question de voilà, est-ce que c'est beaucoup improvisé, un peu improvisé, énormément improvisé, cette scène-là il me semble peut-être la improvisée. Non, c'est pas improvisé, simplement. Voilà, on a gagné en liberté. Enfin, cette liberté, on a peut-être réussi à trouver vraiment la scène, mais on a réussi à trouver aussi la scène parce qu'ils étaient infiniment plus libres. De toute façon, j'aurais fini par déconner, alors. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te suivre, quoi? N'importe quel type normal t'aurais jamais suivi avec cet agent immobilier. Oh là là. Il viendra pas nous chercher ici ce soir. En tout cas, il n'y a pas de risque. Tu viens? J'ai envie toujours de faire des films. On ne peut pas se dire après 25 films, tiens, j'ai un peu moins envie de faire du film, je fais ce que j'avais à faire. Non, je veux dire, c'est toujours aussi amusant et j'aimerais en tourner un ou deux tous les ans et sans que... Mais alors il faut trop bien les acteurs, c'est pas se tromper sur des acteurs qui soient assez libres, qui aient vraiment envie de s'amuser à chercher vraiment et à chercher à essayer de croire que l'espèce de perfection n'est jamais... on essaie de mettre la main dessus, mais pas perfection. Ce qui est un mot un peu simple, qui est un mot un peu trop posé, mais voilà, qu'il y a du rêve, et que c'est pas seulement du rêve dans la scène, c'est que si on veut trouver la vérité de la scène et la vérité des rapports entre ces gens-là, il faudra qu'on aille chercher tout à fait là-haut.